Ce soir, on y est, on y vient. BFM TV se mobilise ce soir face aux inondations qui sont en train de battre des records dans l'Ouest. 3 départements toujours en vigilance rouge, des milliers d'habitants évacués. Et ce soir, l'attente s'éternise. Le pic de cette crue n'est toujours pas atteint. Émission spéciale sur BFM TV. La situation s'aggrave. Vigilance rouge maintenue pour ces 3 départements, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique. Monsieur, vous restez là, vous? Oui, pour l'instant, oui. Beaucoup attendent le moment critique de ne plus avoir d'électricité pour pouvoir évacuer. La ville de Redon est en train de devenir quasiment une île. Ils ont mis des parpaings et des planches pour pouvoir accéder aux maisons. Les poutrelles sur lesquelles on marche là, c'est casse-figure. Faut y aller doucement, on a les jambes qui tremblent après. Ces maisons-là ont été construites dans le lit de la Vilaine, donc on ne peut pas lui en vouloir. On ne sait même pas si on est sur la Vilaine ou si on est sur l'eau qui a inondé ici les maisons. Il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie en 3 semaines. Les prévisions de Vigicru sont alarmantes. Du jamais vu probablement cette nuit, demain. Émission spéciale ce soir sur BFM TV, la nuit la plus longue, cette nuit que s'apprêtent à vivre les sinistrés, les secours aussi, les habitants d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan, ces 3 départements qui sont en vigilance rouge. Émission spéciale ce soir aux côtés des sinistrés, des services de secours également, avec nos reporters que vous allez voir, notamment Marion Russell qui est du côté de Redon, le Labaille, à la Roche-Bernard, ça c'est dans le Morbihan, Pauline Sarafi qui est à Avessac en Loire-Atlantique. Bonsoir mesdames. Je vais commencer par vous Marion Russell parce que c'est clairement le point le plus critique ce soir, c'est Redon. Redon, on le rappelle, Ille-et-Vilaine, 9000 habitants, 2 cours d'eau qui quadrillent la ville. Et ce soir, aujourd'hui, on a demandé à plusieurs centaines d'habitants d'évacuer leur maison. Oui, tout à fait. La surveillance reste de mise ici à Redon et pour toute la nuit. Vous allez voir derrière moi, il y a ces gigantesques barrages flottants qui peuvent se gorger d'eau et ainsi tenter de contenir une éventuelle montée des eaux qui se poursuit. Le pic, il était d'abord annoncé pour demain. Alors forcément, énormément de moyens ont été mis en place. On a vu toute la journée que ce soit les pompiers, les sauveteurs en mer, la sécurité civile, la Croix-Rouge s'activer pour aller secourir des rescapés, les accueillir, les mettre à l'abri et puis aussi surveiller cette montée des eaux, notamment avec des drones, des barques, des moyens nautiques notamment. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait le pic, ça sera finalement pour vendredi, voire samedi. C'est ce qu'a annoncé le préfet de Loire-Atlantique dans la fin de cette journée. Et donc c'est une véritable course de fond qui s'engage. Alors ici à Redon, la surveillance est toujours de mise. Il y a des hommes dans le camion de sécurité civile qui est juste là et qui sont en surveillance, qui font des tours régulièrement pour regarder la situation. Mais il y a aussi une bonne partie des hommes qui est repartie du côté du SDIS. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tenir peut-être plus longtemps que prévu. Il faut donc aussi que les équipes se reposent, qu'une relève se mette en place pour pouvoir affronter les 2 prochains jours à minima, voire plus, parce que la décrue s'annonce aussi extrêmement lente. Et une fois le plateau atteint, il y aura encore des opérations à mener. Et puis ensuite, il faudra tout nettoyer et tenter de reconstruire. Oui, merci à vous Marion Russell avec Vincent Berthezen. Je rappelle l'information que vous nous donniez là à l'instant. Le pic du côté de Redon, ça pourrait être que vendredi, ça veut dire 48 heures encore. Et ensuite, ce sera très très lent, on le sait. On ira dans un instant du côté du Morbihan avec le Labaille. Mais d'abord, la Loire-Atlantique, autre département en vigilance rouge toujours ce soir. Avessac, Pauline Sarafi. Racontez-nous tout simplement quelle est la situation chez vous ce soir. Écoutez, nous on est à Pinfo, un petit village qui appartient à Avessac et avec Olivier Saint-Paul, on est sur la route principale qui mène au hameau, la seule route qui existe pour rejoindre le hameau. Et vous le voyez, eh bien en fait, depuis ce matin, elle est complètement immergée. On ne peut plus arriver jusqu'aux habitations que par barque. Alors ces maisons, vous vous en doutez, eh bien elles ont été évacuées puisque parfois dans les maisons il y a de 30 à 50 cm d'eau. Tous les habitants ont dû évacuer. Ils ont pu être relogés chez des amis, chez de la famille, parfois même chez des volontaires qui se sont portés volontaires pour les accueillir. Et maintenant, eh bien, la seule inquiétude qui reste ici, c'est le village qui se trouve juste après, accessible aussi uniquement que par cette route et qui est donc de fait complètement
isolée. Si la situation ne s'arrange pas demain, et elle ne semble pas s'arranger puisque vous le voyez peut-être sur les images, eh bien ici il a recommencé à pleuvoir, l'eau va continuer de monter. Eh bien si cette situation continue, là encore, il faudra procéder à de nouvelles évacuations. Pauline Sarafi avec Olivier Saint-Paul. Le Morbihan, là aussi, zone critique. On va retrouver Lola Baye du côté de la Roche-Bernard. Racontez-nous, vous êtes avec des sinistrés ce soir ? Alors ce soir on n'est pas avec des sinistrés mais Bruno, cette situation elle est un petit peu particulière parce qu'en fait on est dans son bateau, c'est un voilier, il a refusé d'évacuer malgré les risques parce qu'on est à la Roche-Bernard où ça dépend des marées et justement là il se remet à pleuvoir. Bruno, pourquoi vous tenez à rester dans votre voilier ? Eh ben, ça fait 30 ans que j'ai acheté ce bateau, j'ai passé des années à le retaper, j'ai vécu 13 ans dedans et ça fait 12 ans que je travaille avec, c'est mon outil de travail, donc il n'est pas question de le perdre. Et donc je reste à bord pour surveiller que tout se passe bien et puis prendre les mesures qu'il faut au cas où, quoi. Voilà. Alors pour autant, là, le téléspectateur, il peut pas l'entendre, mais il se remet à pleuvoir. On entend de fortes pluies, avec des risques aussi demain qui sont annoncés, ou que ça puisse repartir. C'est préoccupant, ces inondations, cette montée des eaux. Bah, c'est pas très dangereux, mais c'est à surveiller, quoi. C'est-à-dire que si les pontons, le risque, c'est que les pontons, que la crue mette les pontons plus haut que les poteaux qui les retiennent. Donc à ce moment-là, il y a 700 bateaux à la Roche-Bernard qui partent avec les pontons à la dérive et il va y avoir de la casse. Donc moi, je reste à bord pour larguer les amarres et aller me mettre à l'abri au cas où. Voilà. Ce qui est cocasse, c'est que c'est interdit. Mais voilà, entre braver l'interdit et sauver le bateau et respecter l'interdit, j'ai pas tellement de choix, quoi. C'est fort quand même ce que vous dites. Vous préférez larguer les amarres que quitter votre bateau. Oui, je larguerai les amarres au cas où le ponton part à la dérive et dans ce cas-là, moi je largue les amarres, je vais me mettre à l'abri, je suis autonome, voilà, quoi. C'est la seule solution pour que le bateau ne se retrouve pas broyé avec le courant qui emmène 700 bateaux et les pontons avec, quoi. Vous l'avez entendu, il y a certains habitants de la Roche-Bernard qui tiennent à rester coûte que coûte, qui refusent d'évacuer. Bruno, d'ailleurs, il a tout prévu. Il y a aussi de quoi faire à manger, de quoi dormir ici pour, entre guillemets, tenir bon. Mais on le rappelle, avant tout, il faut quand même rester précautionneux, éviter au maximum de sortir chez vous et de vous exposer en cas de risque. Parce qu'attention, demain, de nouvelles pluies sont annoncées et donc ça pourrait repartir très fort. Lola Baye, Lucas David dans le Morbihan. Je vais demander à Kevin Fleury de me rejoindre juste devant ce mur. Bonsoir Kevin, notre spécialiste météo et climat. Vous arrivez tout juste, Kevin. Vous étiez tout à l'heure ici. Oui. Du côté de Redon, Ille-et-Vilaine. On va voir un certain nombre de photos qu'on va appeler dans un instant, mais simplement, voilà, vous étiez là. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui en étant sur le terrain? Alors évidemment, les images, moi j'ai eu la chance depuis Rennes de rejoindre Redon par le train. Ça s'est joué à quelques minutes, quelques heures, puisqu'assez rapidement ensuite la ligne a été coupée. Et dès les premiers kilomètres passés Rennes en direction donc, du sud du département, j'ai été marqué par cette voie SNCF qui surplombait des accotements, des prairies complètement inondées et par des hameaux aussi complètement submergés. Parce que c'est vrai que c'est... On a ces images-là d'ailleurs. Ces images, je vais préciser les choses. Image d'un témoin qui nous les a envoyées ici à BFM TV. Voilà, conducteur du train sans doute, visiblement, et qui nous a montré, mais c'est exactement ce que vous racontiez. Oui, on voit bien ici qu'il y a un remblai où est installé donc cette ligne SNCF. Heureusement, parce que sinon ça ferait bien longtemps que la ligne entre Rennes et Redon serait coupée. Et donc, de part et d'autre, sur des dizaines de kilomètres, c'est pas sur 2-3 kilomètres, c'est vraiment sur une très longue longueur. Vous avez donc des hameaux, des forêts qui sont inondées. On voit des arbres aussi, vous avez l'eau qui arrive au milieu des arbres qui font plusieurs mètres de hauteur. Donc ça vous donne en effet une indication. Et donc des images qui sont spectaculaires, alors que l'on voit aussi les essuie-glaces de cette tram sans doute TGV qui était activée puisque la pluie est beaucoup tombée. Oui, ça continue à tomber. Ça, on va en parler aussi. Des images à vous montrer ce soir, des avant-après, pour bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se passer dans l'Ouest, notamment du côté de Redon. Voilà, on parlait de ces centres commerciaux qui étaient envahis par les eaux. Avant, ici, pour ce grand magasin. Après, voilà, images prises ces dernières heures. On voit, c'est assez frappant. On en a un certain nombre, on va vous les faire défiler. Mais ça veut dire que l'eau du côté de Redon, alors on en reparlera, mais c'est une zone qui a l'habitude. C'est une zone de marée au départ. Il y a des cours d'eau qui traversent.
Mais là, c'est quand même au-delà de ce qu'on avait connu jusqu'ici. Oui, c'est au-delà. Alors c'est vrai que pour le moment, on n'a pas atteint et donc battu le niveau record qui nous emmène en 1936 quasiment, presque 100 ans, si on exagère un peu. Niveau à l'époque de 5,46 m. Pour autant, les projections des prochaines heures sont inquiétantes. Et quand on voit les images déjà en ce moment de la région de Redon, voilà encore un nouvel avant-après, on se rend compte que la situation est sérieuse. Les niveaux d'eau vont continuer de grimper. Et donc, ces images impressionnantes vont continuer d'alimenter nos journaux sans doute dans les prochains jours. On va en parler là aussi, mais il y a de la pluie qui va continuer à tomber. Et puis, je voudrais qu'on affiche la carte un peu de la région globalement pour voir ce qui est en train de se passer. Oui. On va voir Redon sur cette carte. On va voir effectivement la Vilaine, la Seiche qui sont des cours d'eau dont on vous parle régulièrement ces derniers jours. Et puis toute l'eau qui tombe ici, vous voyez, Guichin, Bru, etc. Toute l'eau, elle va venir ici vers l'océan. Sauf que là, on a un autre problème. On a un autre problème parce que c'est le retour de coefficient de marée. Oui. Et on a un autre gros problème aussi ce soir, c'est qu'on l'a appris à travers le préfet de la région en Bretagne. Oui. Visiblement, le pic de crue, c'est pas pour la nuit prochaine, ni pour demain matin, c'est pour vendredi, voire seulement samedi. Sauf que samedi, c'est la journée où les coefficients de marée sont annoncés comme étant les plus hauts. On parlera de grande marée, coefficient 99 à Saint-Nazaire qui est pas très loin. Donc ça va ralentir l'écoulement, de toute cette eau qui a besoin de l'océan Atlantique pour s'évacuer, pour faire diminuer aussi le niveau évidemment de ces cours d'eau. Et malheureusement, on est parti pour plusieurs jours. Peut-être 1 à 2 semaines avant une nette amélioration. Voilà pourquoi on a décidé de consacrer cette soirée à ce qui est en train de se passer dans l'Ouest, émission spéciale sur BFM TV. Kevin, on va retourner à table. Je vous présente nos invités ce soir. Amandine Richaud-Cramp, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes urbaniste, ingénieur en environnement. Gaël Musquet avec nous également. Bonsoir Gaël, spécialiste de la prévention des risques naturels. Et Julien Marion est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce sont vos hommes, les femmes qui sont sous vos ordres, qui sont en train de porter secours. Est-ce que vous avez ce soir 21h11 une vue d'ensemble de ce qui est en train de se passer, des points critiques, du nombre de personnes évacuées? Est-ce que vous arrivez à avoir une vue d'ensemble? Oui, on a une vision assez globale du phénomène et des opérations de secours. Ce qui est en train de se passer, les reportages l'ont très bien montré, c'est un phénomène de crue historique. Les valeurs de 1936 qui ont été évoquées seront probablement dépassées. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on connaît et donc qui génère un certain nombre d'actions de la part des services de secours, des évacuations préventives. Il y a eu 1600 personnes évacuées depuis le début de l'épisode de crue. La plupart du temps, dans le calme, de manière très maîtrisée et très organisées grâce notamment au concours des maires, je tiens à le dire. Ouais. Des opérations de pose de barrage également pour protéger certains équipements ou ralentir en tout cas. Ce sont ces très longs boudins orange gonflés d'eau que l'on voit. Absolument. À Alençon, dans l'Orne, on a installé un barrage pour protéger l'ôpital qui était très directement menacé par les eaux et ça a fonctionné. On en a installé, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure à Redon. Les sapeurs-pompiers sont là également pour porter assistance à la population qui en a besoin. Et puis on prépare également le coup d'après. Et le coup d'après, ça va être la mise en place d'opérations de pompage très importantes dès que le pic de la crue sera atteint, c'est-à-dire effectivement vendredi, samedi probablement, et que le niveau de l'eau commencera à rebaisser. On pourra à ce moment-là engager les opérations de pompage pour accélérer la décrue. Avant de parler du pompage, je voudrais revenir sur le témoignage qu'on avait tout à l'heure avec le Labaille, ce plaisancier qui dit « mais moi je ne quitte pas mon bateau ». On a vu aussi un certain nombre d'habitants dire « mais moi je ne quitterai pas ma maison, je veux rester là » jusqu'au moment où les forces de l'ordre arrivent et disent maintenant c'est terminé. C'est difficile de convaincre les habitants de laisser leur maison, leur bateau. Bien sûr que c'est difficile, mais il faut le faire. D'ailleurs, je tiens à dire que ce genre de réaction est très minoritaire. La plupart du temps, les habitants respectent et heureusement les consignes qu'on leur donne pour les protéger. Si on demande à quelqu'un d'évacuer son habitation, de pas prendre sa voiture, de renoncer à des trajets, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a un danger. Et ça, les gens le comprennent très bien. Et donc, les personnes qui ont été évacuées l'ont été de manière très très majoritaire, de manière parfaitement calme et heureusement. Qu'est-ce que vous craignez pour les heures qui viennent? On parle de nuit la plus longue, c'est comme ça qu'on a intitulé cette soirée, parce qu'il y a effectivement cette crainte d'un pic qui devait arriver dans les heures qui viennent, mais par endroits, on a bien compris que ce serait repoussé de plusieurs jours. Qu'est-ce que vous craignez pour les heures qui viennent? L'eau va effectivement continuer à monter, puisqu'il y a de nouvelles précipitations qui sont attendues dans la région. Ce qu'on craint, c'est des atteintes aux biens, des habitations, des bâtiments qui vont être inondés à leur tour, après ceux qui le sont déjà. Et ce qu'on essaye d'éviter, vraiment, c'est les dommages et les bilans humains. Et heureusement, jusqu'à maintenant, on a... 0 victime. Exactement. Et ça, vraiment, il faut s'en féliciter, parce que ça peut toujours arriver face à un phénomène de cette ampleur.
secteur. On s'en félicite. Comment vous l'expliquez au vu de l'ampleur du phénomène, justement? Parce que chacun a fait son travail. Les services de l'État ont communiqué en amont, ont diffusé très tôt sous l'autorité du préfet, notamment du préfet d'Ille-et-Vilaine, des consignes de mise à l'abri, des consignes de précaution, parce que les maires ont également parfaitement joué leur rôle. Ils ont déclenché dans les communes inondées les plans communaux de sauvegarde, ce qui a permis de mettre à l'abri les personnes, d'ouvrir des locaux pour accueillir les personnes sinistrées. Tout ça a parfaitement fonctionné dans un état d'esprit de très grande responsabilité. J'ai pu m'en rendre compte hier en allant sur place. C'est vraiment, ça a fonctionné de manière remarquable. Gaël Musquet, je sais que c'est un de vos chevaux de bataille, mais donc on y arrive maintenant. On sait faire désormais. On a tiré le leçon du passé, des morts, des victimes, ces personnes décédées ou blessées. Tout ça est évitable et là, effectivement, on a de bons résultats. J'aimerais souligner la solidarité. À la longueur de reportage, voir des voisins aller prendre les soins les uns des autres, des personnes âgées, faire du porte-à-porte. Tout cela, on le répète à longueur d'antenne. Le premier aidant, c'est la famille. Le deuxième aidant, c'est le voisin. L'important d'être en bon terme avec ses voisins. Mais c'est aussi dans ces moments-là que je le dis souvent aux jeunes que je forme. Une nation, c'est aussi ça. C'est des hommes, des femmes, des enfants qui ont envie de faire de grandes choses ensemble dans le futur. Et c'est aussi ça, les exercices. Ces messages qui sont portés par ces maires, par ces élus locaux qui s'engagent auprès de leur population, c'est d'arriver à imprimer une vision sur le territoire, une capacité en fait du territoire, du quartier, de la ville, du village. Ensemble, ce ne sont pas des marches funèbres, les exercices. Ce sont des moments de fête où on peut, avec nos enfants, avec nos familles, montrer comment nous serons solidaires dans ces moments difficiles. Oui, vous parliez de solidarité, on sera avec la Croix-Rouge de Redon dans un instant, on verra effectivement ce qui se passe là-bas, les personnes qui sont mises à l'abri. Kevin, une question toute simple, pourquoi on se retrouve face à ces crues historiques ce soir? Par quelle, conjonction de phénomènes on arrive à cette situation? Le point de départ, c'est le 18 octobre 2023, où l'on a... 18 octobre 2023. Ouais, c'est vraiment là le point de bascule. Avant cette date, grosso modo, évidemment, il y a toujours des disparités d'un territoire à l'autre, mais avant cette date, on était sur... malheureusement, un schéma de sécheresse avec des sols superficiels, les premiers centimètres très très secs. Là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse depuis le 18 octobre 2023. Il y a eu la tempête Kiaran qui a apporté du vent, mais aussi de la pluie. Et ensuite, il y a eu un défilé de perturbations. On les a parfois appelées rivières atmosphériques, tellement les pluies en provenance de l'océan Atlantique étaient abondantes. Et c'est cet enchaînement de dégradation, de pluies répétées, soutenues, continues, un peu partout sur le territoire, qui ont provoqué la saturation dans certains cas des nappes phréatiques. Le Pas-de-Calais, nappe phréatique très réactive, très proche du sol, là où on marche au quotidien. Donc évidemment, quand c'est plein et qu'il y a une nouvelle dégradation plus ou moins modérée, ça réagit très vite et ça déborde de très vite. Là, pour la Bretagne, les données sont une nouvelle fois très claires. 2024 excédentaire d'un point de vue pluviométrique. Le début d'année, dans la région de Rennes... Oui, c'est au-delà d'excédentaire. C'est peut-être même un record absolu dans la région de Rennes. Là, on se rapproche, on est à 4-5 mm du record absolu, tout mois confondu. C'est-à-dire que si on a encore 5-6 mm de pluie là, dans les prochaines 24 heures, on n'aura jamais eu un mois à Rennes aussi pluvieux depuis le début des relevés. Et ça remonte à 1944. Donc c'est une addition de perturbations et malheureusement de pluie accrue. Vous étiez sur le terrain, vous étiez les endroits que l'on voit et les images que l'on diffuse, vous y étiez et Kevin et Julien Marion. Quels dégâts vous avez vu? Quels dégâts provoque toute cette eau une fois qu'elle s'installe comme ça? Vraiment qu'elle s'installe, c'est-à-dire qu'elle s'installe et pour l'instant elle ne part pas. C'est des dégâts sur les bâtiments, principalement, des bâtiments qui restent inondés plusieurs jours d'affilée. Ça cause des dégâts sur le bâti, évidemment, avec des murs porteurs qui sont imbibés d'eau. Ça cause aussi des dégâts sur l'environnement, des champs, des bois, des forêts qui sont endommagés par cette présence persistante d'eau. Donc tout ça, il va falloir le mesurer, bien sûr, une fois que l'eau sera retirée. Puis ensuite, les mécanismes assurantiels, les mécanismes de solidarité prendront place. Avec des dégâts, j'allais dire... qui s'enchaînent comme des dominos, Gaël Musquet. On a vu aujourd'hui des stations d'eau potable tomber en rade d'une certaine manière et qui ne peuvent plus être alimentées correctement. Donc voilà, on a un vrai problème par endroit, un problème d'eau potable. L'hôpital de Redon, le laboratoire de l'hôpital de Redon qui tombe en rade lui aussi, ce qui veut dire que dans la foulée, on est obligé de fermer les urgences. Enfin voilà, voilà ce qui est en train de se passer ce soir aussi dans ce coin de France. Oui, bien sûr, chaque aléa, feu, inondation, va amener des perturbations sur les réseaux de transport, les réseaux d'électricité, les réseaux d'accès à l'eau potable.